Chapitre 10. Les jours furent bien tristes qui suivirent. Ces jours mornes dans une maison qui semble vide par l'absence de l'être familier disparu pour toujours. Ces jours criblés de souffrance à chaque rencontre de tout objet que maniait incessamment le mort. D'instant en instant, un souvenir vous tombe sur le cœur et le meurtrit. Voici son fauteuil, son ombrelle, resté dans le vestibule, son verre que la bonne n'a point serré, et dans toutes les chambres on retrouve des choses traînant. Ses ciseaux, un gant, le volume dont les feuilles sont usées par ses doigts alourdis, et mille riens qui prennent une signification douloureuse parce qu'ils rappellent mille petits faits. Et sa voix vous poursuit. On croit l'entendre, on voudrait fuir n'importe où, échapper à la hantise de cette maison. Il faut rester parce que d'autres sont là qui restent et souffrent aussi. Et puis Jeanne demeurait écrasée sous le souvenir de ce qu'elle avait découvert. Cette pensée pesait sur elle. Son cœur broyé ne se guérissait pas. Sa solitude d'à présent s'augmentait de ce secret horrible. Sa dernière confiance était tombée avec sa dernière croyance. Père, au bout de quelque temps, s'en alla, ayant besoin de remuer, de changer d'air, de sortir du noir chagrin où il s'enfonçait de plus en plus. Et la grande maison, qui voyait ainsi de temps en temps disparaître un de ses maîtres, reprit sa vie, calme et régulière. Et puis Paul tomba malade. Jeanne en perdit la raison, resta 12 jours sans dormir, presque sans manger. Il guérit, mais elle demeura épouvantée par cette idée qu'il pouvait mourir. Alors que ferait-elle? Que deviendrait-elle? Et tout doucement se glissa dans son cœur le vague besoin d'avoir un autre enfant. Bientôt elle en rêva, reprise tout entière par son ancien désir de voir autour d'elle 2 petits êtres, un garçon et une fille, et ce fut une obsession. Mais depuis l'affaire de Rosalie, elle vivait séparée de Julien. Un rapprochement semblait même impossible dans les situations où il se trouvait. Julien aimait ailleurs, elle le savait, et la seule pensée de subir de nouveau ses caresses la faisait frémir de répugnance. Elle s'y serait pourtant résignée, tant l'envie d'être encore mère la harcelait. Mais elle se demanderait comment pourrait recommencer leur baiser. Elle serait morte d'humiliation plutôt que de laisser deviner ses intentions, et il ne paraissait plus songer à elle. Elle y eût renoncé peut-être, mais voilà que, chaque nuit, elle se mit à rêver d'une petite fille, et elle la voyait jouant avec Paul sous le platane, et parfois elle sentait une sorte de démangeaison de se lever et d'aller, sans prononcer un mot, trouver son mari dans sa chambre. 2 fois même, elle se glissa jusqu'à sa porte, puis elle revint vivement, le cœur battant de honte. Le baron était parti, petite mère était morte. Jeanne maintenant n'avait plus personne qu'elle pût consulter, à qui elle pût confier ses intimes secrets. Alors elle se résolut à aller trouver l'abbé Picot et à lui dire, sous le sceau de la confession, les difficiles projets qu'elle avait. Elle arriva comme il lisait son bréviaire dans son petit jardin planté d'arbres fruitiers. Après avoir causé quelques minutes de choses et d'autres, elle balbutia, en rougissant. « Je voudrais me confesser, monsieur l'abbé. » Il demeura stupéfait et releva ses lunettes pour la bien considérer. Puis il se mit à rire. « Vous ne devez pourtant pas avoir de gros péchés sur la conscience. » Elle se troubla tout à fait et reprit. « Non, mais j'ai un conseil à vous demander. Un conseil si pénible que je n'ose pas vous en parler comme ça. » Il quitta instantanément son aspect bonhomme et prit son air sacerdotal. « Eh bien, mon enfant, je vous écouterai dans le confessionnal. Allons. » Mais elle le retint, hésitante, arrêtée tout à coup par une sorte de scrupule de parler de ces choses un peu honteuses dans le recueillement d'une église vide. « Ou bien non, monsieur le curé, je puis, si vous le voulez, vous dire ici ce qui m'amène. Tenez, nous allons nous asseoir là-bas, sous votre petite tonnelle. » Ils y allèrent à pas lents. Elle cherchait comment s'exprimer, comment débuter, ils s'assirent. Alors, comme si elle se fût confessée, elle commença. « Mon père… » Puis elle hésita, répéta de nouveau. « Mon père… » Et elle se tut, tout à fait troublée. Il attendait, les mains croisées sur son ventre. Voyant son embarras, il l'encouragea. « Eh bien, ma fille, on dirait que vous n'osez pas. Voyons, prenez courage. » Elle se décida, comme un poltron qui se jette au danger. « Mon père, je voudrais un autre enfant. » Il ne répondit rien, ne comprenant pas. Alors elle s'expliqua, perdant les mots, effarée. « Je suis seule dans la vie maintenant. Mon père et mon mari ne s'entendent guère. Ma mère est morte et… Elle prononça tout bas en frissonnant. « L'autre jour, j'ai failli perdre mon fils. Que serais-je devenue alors ?» Elle se tut. Le prêtre, dérouté, la regardait. « Voyons, arrivez au fait. » Elle répéta. « Je voudrais un autre enfant. » Alors il sourit, habitué aux grasses plaisanteries des paysans qui ne se gênaient guère devant lui, et il répondit avec un hochement de tête malin.
Eh bien, il me semble qu'il ne tient qu'à vous. » Elle se leva vers lui, ses yeux candides, puis bégayant de confusion. Mais vous comprenez que depuis ce que vous savez de cette bonne, mon mari et moi, nous vivons tout à fait séparés. » Accoutumé aux promiscuités et aux mœurs sans dignité des campagnes, il fut étonné de cette révélation. Puis, tout à coup, il crut deviner le désir véritable de la jeune femme. Il la regarda de coin, plein de bienveillance et de sympathie pour sa détresse. « Oui, je saisis parfaitement. Je comprends que votre veuvage vous pèse. Vous êtes jeune, bien portante. Enfin, c'est naturel, trop naturel. » Il se remettait à sourire, emporté par sa nature grivoise de prêtre campagnard, et il tapotait doucement la main de Jeanne. « Ça vous est permis, bien permis même, par les commandements. Vous êtes mariés, n'est-ce pas? Ce n'est point pour piquer des raves. » À son tour, elle n'avait pas compris d'abord ces sous-entendus. Mais, sitôt qu'elle les pénétra, elle s'empourpra, toute saisie, avec des larmes aux yeux. « Oh, monsieur le curé, que dites-vous? Que pensez-vous? Je vous jure, et les sanglots l'étouffèrent. Il fut surpris, et il la consolait. « Allons, je n'ai pas voulu vous faire de peine. Je plaisantais un peu. Ce n'est pas défendu quand on est honnête. Mais comptez sur moi. Vous pouvez compter sur moi. Je verrai monsieur Julien. » Elle ne savait plus que dire. Elle voulait maintenant refuser cette intervention qu'elle craignait maladroite et dangereuse, mais elle n'osait point, et elle se sauva après avoir balbutié. « Je vous remercie, monsieur le curé. » 8 jours se passèrent, elle vivait dans une angoisse d'inquiétude. Un soir, au dîner, Julien la regarda d'une façon singulière, avec un certain pli souriant des lèvres qu'elle lui connaissait en ses heures de gouaillerie. Il eut même à son égard une sorte de galanterie imperceptiblement ironique, et comme il se promenait ensuite dans la grande avenue de Petite-Mère, il lui tendit tout bas dans l'oreille. « Il paraît que nous sommes raccommodés. » Elle ne répondit rien. Elle regardait par terre une sorte de ligne droite presque invisible à présent, l'herbe ayant repoussé. C'était la trace du pied de la baronne qui s'effaçait comme s'efface un souvenir. Et Jeanne se sentait le cœur crispé, noyée de tristesse. Elle se sentait perdue dans la vie, si loin de tout le monde. Julien reprit. « Moi, je ne demande pas mieux. Je craignais de te déplaire. » Le soleil se couchait, l'air était doux. Une envie de pleurer oppressait Jeanne, un de ses besoins d'expansion vers un cœur ami, un besoin d'étreindre en murmurant ses peines. Un sanglot lui montait à la gorge. Elle ouvrit les bras et tomba sur le cœur de Julien. Et elle pleura. Surpris, il la regardait dans les cheveux, ne pouvant voir le visage caché sur sa poitrine. Il pensa qu'elle l'aimait encore et déposa sur son chignon un baiser condescendant. Puis ils rentrèrent sans dire un mot, il la suivit en sa chambre et passa la nuit avec elle. Et leurs rapports anciens recommencèrent. Il les accomplissait comme un devoir qui, cependant, ne lui déplaisait pas. Elle les subissait comme une nécessité écœurante et pénible, avec la résolution de les arrêter pour toujours dès qu'elle se sentirait enceinte de nouveau. Mais elle remarqua bientôt que les caresses de son mari semblaient différentes de jadis. Elles étaient plus raffinées peut-être, mais moins complètes. Il la traitait comme un amant discret et non plus comme un époux tranquille. Elle s'étonna, observa et s'aperçut bientôt que toutes ses étreintes s'arrêtaient avant qu'elle pût être fécondée. Alors une nuit, la bouche sur sa bouche, elle murmura « Pourquoi ne te donne plus à moi tout entier comme autrefois ?» Il se mit à ricaner. « Parbleu, pour ne pas t'engrosser ?» Elle tressaillit. « Pourquoi donc ne veux-tu plus d'enfant ?» Il demeura perclus de surprise. « Hein, tu dis? Mais tu es folle, un autre enfant? Ah mais non, par exemple. C'est déjà trop d'un pour piailler, occuper tout le monde et coûter de l'argent. Un autre enfant, merci. » Elle le saisit dans ses bras, le baisa, l'enveloppa d'amour et tout bas. « Oh, je t'en supplie, rends-moi mère encore une fois. » Mais il se fâcha comme si elle l'eût blessé. « Ça vraiment, tu perds la tête. Fais-moi grâce de tes bêtises, je te prie. » Elle se tut et se promit de le forcer par ruse à lui donner le bonheur qu'elle rêvait. Alors elle essaya de prolonger ses baisers, jouant la comédie d'une ardeur délirante, le liant à elle de ses 2 bras crispés en des transports qu'elle simulait. Elle usa de tous les subterfuges, mais il restait maître de lui, et pas une fois il ne s'oublia. Alors, travaillée de plus en plus par son désir acharné, poussée à bout, prête à tout braver, à tout oser, elle retourna chez l'abbé Picot. Il achevait son déjeuner. Il était fort rouge, ayant toujours des palpitations après ses repas. Dès qu'il la vit entrer, il s'écria « Eh bien ?» désireux de savoir le résultat de ses négociations. Résolue maintenant et sans timidité pudique, elle répondit immédiatement « Mon mari ne veut plus d'enfant. »
L'abbé se retourna vers elle, intéressé tout à fait, prêt à fouiller avec une curiosité de prêtre dans ces mystères du lit qui lui rendaient plaisant le confessionnal. Il demanda « Comment ça ?» Alors, malgré sa détermination, elle se troubla pour expliquer. « Mais il refuse de me rendre mère. » L'abbé comprit, il connaissait ces choses. Et il se mit à interroger avec des détails précis et minutieux une gourmandise d'homme qui jeûne. Puis il réfléchit quelques instants, et, d'une voix tranquille, comme s'il lui parlait de la récolte qui venait bien, il lui traça un plan de conduite habile, réglant tous les points. « Vous n'avez qu'un moyen, ma chère enfant, c'est de lui faire accroire que vous êtes grosse. Il ne s'observera plus, et vous le deviendrez pour de vrai. » Elle rougit jusqu'aux yeux, mais, déterminée à tout, elle insista. « Et s'il ne me croit pas ?» Le curé savait bien les ressources pour conduire et tenir les hommes. « Annoncez votre grossesse à tout le monde. Dites-la partout. Il finira par y croire lui-même. » Puis il ajouta, comme pour s'absoudre de ce stratagème, « C'est votre droit. L'Église ne tolère les rapports entre hommes et femmes que dans le but de la procréation. » Elle suivit le conseil rusé, et 15 jours plus tard, elle annonçait à Julien qu'elle se croyait grosse. Il eut un sursaut. « Pas possible, ce n'est pas vrai !» Elle indiqua aussitôt la raison de ses soupçons. Mais il se rassura. « Bah, attends un peu, tu verras. » Alors chaque matin, il demanda « Eh bien ?» Et toujours elle répondait « Non, pas encore. Je serais bien trompée si je n'étais pas enceinte. » Il s'inquiétait à son tour, furieux et désolé, autant que surpris. Il répétait « Je n'y comprends rien, mais rien. Si je sais comment cela s'est fait, je veux bien être pendue. » Au bout d'un mois, elle annonçait de tous les côtés la nouvelle, sauf à la comtesse Gilberte, par une sorte de pudeur compliquée et délicate. Depuis sa première inquiétude, Julien ne l'approchait plus, puis il prit, enrageant son parti, et déclara « En voilà un qui n'était pas demandé !» Et il recommença à pénétrer dans la chambre de sa femme. Ce qu'avait prévu le prêtre se réalisa complètement. Elle était grosse. Alors, inondée d'une joie délirante, elle ferma sa porte chaque soir, se vouant dans un élan de reconnaissance vers la vague divinité qu'elle adorait, à une chasteté éternelle. Elle se sentait de nouveau presque heureuse, s'étonnant de la promptitude avec laquelle s'était adoucie sa douleur après la mort de sa mère. Elle s'était crue inconsolable, et voilà qu'en 2 mois à peine, cette plaie vive se fermait. Il ne lui restait plus qu'une mélancolie attendrie, comme un voile de chagrin jeté sur sa vie. Aucun événement ne lui paraissait plus possible. Ses enfants grandiraient, l'aimeraient, elle vieillirait tranquille, contente, sans s'occuper de son mari. Vers la fin du mois de septembre, l'abbé Picot vint faire une visite de cérémonie avec une soutane neuve qui ne portait encore que 8 jours de tâche. Et il présenta son successeur, l'abbé Tolbiac. C'était un tout jeune prêtre maigre, fort petit, à la parole emphatique et dont les yeux, cerclés de noir et caves, indiquaient une âme violente. Le vieux curé était nommé doyen de Goderville. Jeanne ressentit une vraie tristesse de ce départ. La figure du bonhomme était liée à tous ses souvenirs de jeune femme. Il l'avait mariée, il avait baptisé Paul et enterré la baronne. Et elle l'aimait parce qu'il était joyeux et naturel. Malgré son avancement, il ne semblait pas gai. Il disait « Ça me coûte, madame la comtesse. Voilà 18 ans que je suis ici. Oh, la commune rapporte peu et ne vaut point grand-chose. Les hommes n'ont pas plus de religion qu'il ne faut, et les femmes, voyez-vous, n'ont guère de conduite. Les filles ne passent à l'église pour le mariage qu'après avoir fait un pèlerinage à Notre-Dame du Gros-Ventre. Et la fleur d'oranger ne vaut pas cher dans le pays. Tant pis, je l'aimais, moi. » Le nouveau curé faisait des gestes d'impatience et devenait rouge. Il dit brusquement « Avec moi, il faudra que tout cela change. » Il avait l'air d'un enfant rageur, tout frêle et tout maigre, dans sa soutane usée, déjà, mais propre. L'abbé Picot le regarda de biais, comme il faisait en ces moments de gaieté, et il reprit « Voyez-vous, l'abbé, pour empêcher ces choses-là, il faudrait enchaîner vos paroissiens. Et encore, ça ne servirait de rien. » Le petit prêtre répondit d'un ton cassant « Nous verrons bien. » Et le vieux curé sourit en humant sa prise. « L'âge vous calmera, l'abbé, et l'expérience aussi. Vous éloignerez de l'Église vos derniers fidèles, et voilà tout. Dans ce pays-ci, on est croyant, mais tête de chien. Prenez garde. Ma foi, quand je vois entrer au prône une fille qui me paraît un peu grasse, je me dis, c'est un paroissien de plus qu'elle m'amène. Et je tâche de la marier. Vous ne les empêcherez pas de fauter, voyez-vous. Mais vous pouvez aller trouver le garçon et l'empêcher d'abandonner la mère. Mariez-les, l'abbé. Mariez-les. Ne vous occupez pas d'autre chose. » Le nouveau curé répondit avec rudesse. « Nous pensons différemment. Il est inutile d'insister. »
Et l'abbé Picot se remit à regretter son village, la mer qu'il voyait des fenêtres du presbytère, les petites vallées en entonnoir où il allait réciter son bréviaire en regardant au loin passer les bateaux. Et les deux prêtres prirent congé, le vieux embrassa Jeanne qui faillit pleurer. 8 jours plus tard, l'abbé Tolbiac revint. Il parla des réformes qu'il accomplissait comme aurait pu le faire un prince prenant une possession d'un royaume. Puis il pria la vicomtesse de ne point manquer l'office du dimanche et de communier à toutes les fêtes. « Vous et moi, disait-il, nous sommes la tête du pays. Nous devons le gouverner et nous montrer toujours comme un exemple à suivre. Il faut que nous soyons unis pour être puissants et respectés. L'église et le château se donnant la main, la chaumière nous craindra et nous obéira. » La religion de Jeanne était toute de sentiment. Elle avait cette foi rêveuse que garde toujours une femme, et si elle accomplissait à peu près ses devoirs, c'était surtout par habitude gardée du couvent, la philosophie frondeuse du baron ayant depuis longtemps jeté bas ses convictions. L'abbé Picot se contentait du peu qu'elle pouvait lui donner et ne la gourmandait jamais. Mais son successeur, ne l'ayant point vue à l'office du précédent dimanche, était accouru inquiet et sévère. Elle ne voulut point rompre avec le presbytère et promit, se réservant de se montrer assidue que par complaisance dans les premières semaines. Mais peu à peu, elle prit l'habitude de l'Église et subit l'influence de ce frêle abbé intègre et dominateur. Mystique, il lui plaisait par ses exaltations et ses ardeurs. Il faisait vibrer en elle la corde de poésie religieuse que toutes les femmes ont dans l'âme. Son austérité intraitable, son mépris du monde et ses sensualités, son dégoût des préoccupations humaines, son amour de Dieu, son inexpérience juvénile et sauvage, sa parole dure, sa volonté inflexible donnaient à Jeanne l'impression de ce que devaient être les martyrs. Et elle se laissait séduire, elle, cette souffrante déjà désabusée, par le fanatisme rigide de cet enfant, ministre du ciel. Il la menait au Christ consolateur, lui montrant comment les joies pieuses de la religion apaiseraient toutes ses souffrances. Et elle s'agenouillait au confessionnal, s'humiliant, se sentant petite et faible devant ce prêtre qui semblait avoir 15 ans. Mais il fut bientôt détesté par toute la campagne. D'une inflexible sévérité pour lui-même, il se montrait pour les autres d'une implacable intolérance. Une chose surtout le soulevait de colère et d'indignation, l'amour. Il en parlait dans ses prêches avec emportement, en termes crus, selon l'usage ecclésiastique, jetant sur cet auditoire de rustre des périodes tonnantes contre la concupiscence. Et il tremblait de fureur, trépignait, l'esprit hanté des images qu'il évoquait dans ses fureurs. Les grands gars et les filles se coulaient des regards sournois à travers l'église, et les vieux paysans, qui aiment toujours à plaisanter sur ces choses-là, désapprouvaient l'intolérance du petit curé en retournant à la ferme après l'office, à côté du fils en blouse bleue et de la fermière en mante noire, et toute la contrée était en émoi. On se racontait tout bas ses sévérités au confessionnal, les pénitences sévères qu'il infligeait, et comme il s'obstinait à refuser l'absolution aux filles dont la chasteté avait subi des atteintes, la moquerie s'en mêla. On riait aux grandes messes, des fêtes, quand on voyait des jeunesses rester à leur banc au lieu d'aller communier avec les autres. Bientôt, il épia les amoureux pour empêcher leur rencontre, comme fait un garde poursuivant les braconniers. Il les chassa le long des fossés, derrière les granges, par les soirs de lune, et dans les touffes de joncs marins sur le versant des petites côtes. Une fois, il en découvrit 2 qui ne se désignirent pas devant lui. Ils se tenaient par la taille et marchaient en s'embrassant dans un ravin rempli de pierres. L'abbé cria « Voulez-vous bien finir, maintenant que vous êtes ?» Et le gars, s'étant retourné, lui répondit « Mêlez-vous de vos affaires, monsieur le curé, celle-là ne vous regarde pas. » Alors l'abbé ramassa des cailloux et leur jeta comme on fait aux chiens. Ils s'enfuirent en riant tous deux, et, le dimanche suivant, il les dénonça par leur nom en pleine église. Tous les garçons du pays cessèrent d'aller aux offices. Le curé dînait au château tous les jeudis et venait souvent en semaine causer avec sa pénitente. Elle s'exaltait comme lui, discutait sur les choses immatérielles, maniait tout l'arsenal antique et compliqué des controverses religieuses. Ils se promenaient tous deux le long de la grande allée de la Baronne en parlant du Christ et des apôtres et de la Vierge et des pères de l'Église, comme s'ils les eussent connus. Ils s'arrêtaient parfois pour se poser des questions profondes qui les faisaient divaguer mystiquement. Elle, se perdant en des raisonnements poétiques qui montaient au ciel comme des fusées, lui, plus précis, arguant comme un avoué monomane qui démontrerait mathématiquement la quadrature du cercle. Julien traitait le nouveau curé avec un grand respect, répétant sans cesse « Il me va, ce prêtre-là. Il ne pactise pas. »
et il se confessait et communiait à volonté, donnant l'exemple prodigalement. Il allait maintenant presque chaque jour chez les Fourville, chassant avec le mari qui ne pouvait plus se passer de lui, et montant à cheval avec la comtesse, malgré les pluies et les gros temps. Le comte disait « Ils sont enragés avec leur cheval, mais cela fait du bien à ma femme. » Le baron revint vers la mi-novembre, il était changé, vieilli, éteint, baigné dans une tristesse noire qui avait pénétré son esprit. Et tout de suite l'amour qui le liait à sa fille sembla accru, comme si ces quelques mois de morne solitude eussent exaspéré son besoin d'affection, de confiance et de tendresse. Jeanne ne lui confia point ses idées nouvelles, son intimité avec l'abbé Tolbiac et son ardeur religieuse. Mais, la première fois qu'il vit le prêtre, il sentit s'éveiller contre lui une inimité véhémente. Et quand la jeune femme lui demanda le soir « Comment le trouves-tu » il répondit « Cet homme-là, c'est un inquisiteur. Il doit être très dangereux. » Puis, quand il eut appris par les paysans dont il était l'ami les sévérités du jeune prêtre, ses violences, cette espèce de persécution qu'il exerçait contre les lois et les instincts innés, ce fut une haine qui éclata dans son cœur. Il était, lui, de la race des vieux philosophes adorateurs de la nature, attendri dès qu'il voyait deux animaux s'unir, à genoux devant une espèce de dieu panthéiste et hérissé devant la conception catholique d'un dieu à intention bourgeoise, à colère jésuitique et à vengeance de tyran, un dieu qui lui rapetissait la création entrevue, fatale, sans limite, toute puissante, la création vie, lumière, terre, pensée, plante, roche, homme, air, bête, étoile, Dieu, insecte en même temps, criant parce qu'elle est création, plus forte qu'une volonté, plus vaste qu'un raisonnement, produisant sans but, sans raison et sans fin, dans tous les sens et dans toutes les formes à travers l'espace infini, suivant les nécessités du hasard et le voisinage des soleils chauffant les mondes. La création contenait tous les germes, la pensée et la vie se développant en elle comme des fleurs et des fruits sur les arbres. Pour lui donc, la reproduction était la grande loi générale, l'acte sacré, respectable, divin, qui accomplit l'obscure et constante volonté de l'être universel. Et il commença de ferme en ferme une campagne ardente contre le prêtre intolérant, persécuteur de la vie. Jeanne, désolée, priait le Seigneur, implorait son père, mais il répondait toujours « Il faut combattre ces hommes-là. C'est notre droit et notre devoir. Ils ne sont pas humains. » Il répétait en secouant ses longs cheveux blancs. « Ils ne sont pas humains. Ils ne comprennent rien, rien, rien. Ils agissent dans un rêve fatal. Ils sont antiphysiques. » Et il criait « Antiphysique !» comme s'il eût jeté une malédiction. Le prêtre sentait bien l'ennemi, mais, comme il tenait à rester maître du château et de la jeune femme, il temporisait, sûr de la victoire finale. Puis une idée fixe le hantait. Il avait découvert par hasard les amours de Julien et de Gilberte, et il les voulait interrompre à tout prix. Il s'en vint un jour trouver Jeanne, et, après un long entretien mystique, il lui demanda de s'unir à lui pour combattre, pour tuer le mal dans sa propre famille, pour sauver deux âmes en danger. Elle ne comprit pas et voulut savoir. Il répondit « L'heure n'est pas venue, je vous reverrai bientôt. » Et il partit brusquement. L'hiver alors touchait à sa fin, un hiver pourri, comme on dit aux champs, humide et tiède. L'abbé revint quelques jours plus tard et parla en termes obscurs d'une de ces liaisons indignes entre gens qui devraient être irréprochables. Il appartenait, disait-il, à ceux qui avaient connaissance de ces faits, de les arrêter par tous les moyens. Puis il entra en des considérations élevées, puis, prenant la main de Jeanne, il l'adjura d'ouvrir les yeux, de comprendre et de l'aider. Elle avait compris, cette fois, mais elle se taisait épouvantée à la pensée de tout ce qui pouvait survenir de pénible dans sa maison tranquille à présent. Et elle feignit de ne pas savoir ce que l'abbé voulait dire. Alors, il n'hésita plus et parla clairement. « C'est un devoir pénible que je vais accomplir, madame la comtesse, mais je ne puis faire autrement. Le ministère que je remplis m'ordonne de ne pas vous laisser ignorer ce que vous pouvez empêcher. Sachez donc que votre mari entretient une amitié criminelle avec madame de Fourville. » Elle baissa la tête, résignée et sans force. Le prêtre reprit. « Que comptez-vous faire maintenant ?» Alors elle balbutia. « Que voulez-vous que je fasse, monsieur l'abbé ?» Il répondit violemment. « Vous jetez en travers de cette passion coupable ?» Elle se mit à pleurer, et d'une voix navrée. « Mais il m'a déjà trompée avec une bonne. Mais il ne m'écoute pas, il ne m'aime plus. Il me maltraite sitôt que je manifeste un désir qui ne lui convient pas. Que puis-je » Le curé,
sans répondre directement, s'écria. « Alors vous vous inclinez, vous vous résignez, vous consentez. L'adultère est sous votre toit et vous le tolérez. Le crime s'accomplit sous vos yeux et vous détournez le regard. Êtes-vous une épouse, une chrétienne, une mère ?» Elle sanglotait. « Que voulez-vous que je fasse ?» Il répliqua. « Tout plutôt que de permettre cette infamie. Tout, vous dis-je. Quittez-le. Fuyez cette maison souillée. » Elle dit. « Mais je n'ai pas d'argent, monsieur l'abbé. Et puis je suis sans courage maintenant. Et puis comment partir sans preuve? Je n'en ai même pas le droit. » Le prêtre se leva, frémissant. « C'est la lâcheté qui vous conseille, madame. Je vous croyais autre. Vous êtes indigne de la miséricorde de Dieu. » Elle tomba à ses genoux. « Oh, je vous en prie, ne m'abandonnez pas, conseillez-moi. » Il prononça d'une voix brève. « Ouvrez les yeux de monsieur de Fourville. C'est à lui qu'il appartient de rompre cette liaison. » À cette pensée, une épouvante la saisit. « Mais il les tuerait, monsieur l'abbé, et je commettrais une dénonciation. Oh, pas cela jamais !» Alors il leva la main, comme pour la maudire, tout soulevé de colère. « Restez dans votre honte et dans votre crime, car vous êtes plus coupable qu'eux. Vous êtes l'épouse complaisante, je n'ai plus rien à faire ici. » Et il s'en alla si furieux que tout son corps tremblait. Elle le suivit éperdue, prête à céder, commençant à promettre. Mais il demeurait vibrant d'indignation, marchant à pas rapides, en secouant de rage son grand parapluie bleu, presque aussi haut que lui. Il aperçut Julien debout, près de la barrière, dirigeant des travaux d'ébranchage. Alors il tourna à gauche pour traverser la ferme des Couillards. Et il répétait « Laissez-moi, madame, je n'ai plus rien à vous dire. » Juste sur son chemin, au milieu de la cour, un tas d'enfants, ceux de la maison et ceux des voisins, attroupés autour de la loge de la chienne Mirza, contemplaient curieusement quelque chose, avec une attention concentrée et muette. Au milieu d'eux, le baron, les mains derrière le dos, regardait aussi avec curiosité. On eût dit un maître d'école, mais quand il vit de loin le prêtre, il s'en alla pour éviter de le rencontrer, de le saluer, de lui parler. Jeanne disait, suppliante, « Laissez-moi quelques jours, monsieur l'abbé, et revenez au château. Je vous raconterai ce que j'aurais pu faire, et ce que j'aurais préparé, et nous aviserons. » Ils arrivaient alors auprès du groupe des enfants, et le curé s'approcha pour voir ce qui les intéressait ainsi. C'était la chienne qui mettait bas. Devant sa niche, 5 petits grouillaient déjà autour de la mère, qui les léchait avec tendresse, étendue sur le flanc, toute endolorie. Au moment où le prêtre se penchait, la bête crispée s'allongea et un 6e petit toutou parut. Tous les galopins alors, saisis de joie, se mirent à crier en battant des mains. « En v'là encore un! En v'là encore un !» C'était un jeu pour eux, un jeu naturel où rien d'impur n'entrait. Ils contemplaient cette naissance comme ils auraient regardé tomber des pommes. L'abbé Tolbiac demeura d'abord stupéfait, puis, saisi d'une fureur irrésistible, il leva son grand parapluie et se mit à frapper dans le tas des enfants sur les têtes de toute sa force. Les galopins effarés s'enfuirent à toutes jambes et il se trouva subitement en face de la chienne en gésine qui s'efforçait de se lever. Mais il ne la laissa même pas se dresser sur ses pattes et, la tête perdue, il commença à l'assommer à tour de bras. Enchaînée, elle ne pouvait s'enfuir, elle gémissait affreusement en se débattant sous les coups. Il cassa son parapluie. Alors les mains vides, il monta dessus, la piétinant avec frénésie, la pilant, l'écrasant. Il lui fit mettre au monde un dernier petit qui jaillit sous sa pression, et il acheva d'un talon forcené, le corps saignant qui remuait encore au milieu des nouveau-nés piaulants, aveugles et lourds, cherchant déjà les mamelles. Jeanne s'était sauvée, mais le prêtre soudain se sentit pris au cou, un soufflet fit sursauter son tricorne, et le baron, exaspéré, l'emporta jusqu'à la barrière et le jeta sur la route. Quand monsieur le pertuis se retourna, il aperçut sa fille à genoux, sanglotant au milieu des petits chiens et les recueillant sous sa jupe. Il revint vers elle, à grands pas, en gesticulant, et il criait « Le voilà, l'homme en soutane. L'as-tu vu maintenant ?» Les fermiers étaient accourus, tout le monde regardait la bête éventrée, et la mère Couillard déclara « C'est-il possible d'être sauvage comme ça ?» Mais Jeanne avait ramassé les 7 petits et prétendait les élever. On essayait de leur donner du lait, 3 moururent le lendemain. Alors le père Simon courut le pays pour découvrir une chienne allaitant. Il n'en trouva pas, mais il rapporta une chatte en affirmant qu'elle ferait l'affaire. On tua donc 3 autres petits, et on confia le dernier à cette nourrice d'une autre race. Elle l'adopta immédiatement et lui tendit sa mamelle en se couchant sur le côté. Pour qu'il n'épuisât point sa mère adoptive, on sevra le chien 15 jours après, et Jeanne se chargea de le nourrir elle-même au biberon. Elle l'avait nommé Toto.
Le baron changea son nom d'autorité et le baptisa Massacre. Le prêtre ne revint pas, mais, le dimanche suivant, il lança du haut de la chaire des imprécations, des malédictions et des menaces contre le château, disant qu'il faut porter le fer rouge dans les plaies, anathématisant le baron qui s'en amusa, et marquant d'une allusion voilée encore timide les nouvelles amours de Julien. Le vicomte fut exaspéré, mais la crainte d'un scandale affreux éteignit sa colère. Alors, de prône en prône, le prêtre continua l'annonce de sa vengeance, prédisant que l'heure de Dieu s'approchait, que tous ses ennemis seraient frappés. Julien écrivit à l'archevêque une lettre respectueuse, mais énergique. L'abbé Tolbiac fut menacé d'une disgrâce, il se tut. On le rencontrait maintenant faisant de longues courses solitaires, à pas allongés, avec un air exalté. Gilberte et Julien, dans leur promenade à cheval, l'apercevaient à tout moment, parfois au loin, comme un point noir au bout d'une plaine ou sur le bord de la falaise, parfois lisant son bréviaire dans quelque étroit vallon où ils allaient entrer. Ils tournaient bride alors pour ne point passer près de lui. Le printemps était venu, ravivant leur amour, les jetant chaque jour au bras l'un de l'autre, tantôt ici, tantôt là, sous tout abri où les portait leur course. Comme les feuilles des arbres étaient encore claires et l'herbe humide, et qu'ils ne pouvaient, ainsi qu'au cœur de l'été, s'enfoncer dans les taillis des bois, ils avaient adopté le plus souvent, pour cacher leurs étreintes, la cabane ambulante d'un berger, abandonnée depuis l'automne au sommet de la côte de Vaucotte. Elle restait là toute seule, haute sur ses roues, à 500 mètres de la falaise, juste au point où commençait la descente rapide du vallon. Ils ne pouvaient être surpris dedans, car ils dominaient la plaine. Et les chevaux attachés aux brancards attendaient qu'ils fussent las de baisers. Mais voilà qu'un jour, au moment où ils quittaient ce refuge, ils aperçurent l'abbé Tolbiac assis, presque caché dans les joncs marins de la côte. « Il faudra laisser nos chevaux dans le ravin, » dit Julien. « Ils pourraient nous dénoncer de loin. » Et ils prirent l'habitude d'attacher les bêtes dans un repli du Val plein de broussailles. Puis un soir, comme ils rentraient tous deux à la Vrillette, où ils devaient dîner avec le comte, ils rencontrèrent le curé d'Étouvent qui sortait du château. Il se rangea pour les laisser passer et salua sans qu'ils rencontrassent ses yeux. Une inquiétude les saisit qui se dissipa bientôt. Or Jeanne, un après-midi, lisait auprès du feu par un grand coup de vent, quand elle aperçut soudain le comte de Fourville qui s'en venait à pied et si vite qu'elle crut un malheur arriver. Elle descendit vivement pour le recevoir et, quand elle fut en face de lui, elle le pensa devenu fou. Il était coiffé d'une grosse casquette fourrée qu'il ne portait que chez lui, vêtu de sa blouse de chasse et si pâle que sa moustache rousse, qui ne tranchait point d'ordinaire sur son teint coloré, semblait une flamme. Et ses yeux étaient hagards, roulaient comme vides de pensée. Il balbutia. « Ma femme est ici, n'est-ce pas ?» Jeanne, perdant la tête, répondit « Mais non, je ne l'ai point vue aujourd'hui. » Alors il s'assit, comme si ses jambes se fussent brisées. Il ôta sa coiffure, s'essuya le front avec son mouchoir, plusieurs fois, par un geste machinal. Puis se relevant d'une secousse, il s'avança vers la jeune femme, les deux mains tendues, la bouche ouverte, prêt à parler, à lui confier quelque affreuse douleur. Puis il s'arrêta, la regarda fixement, prononça dans une sorte de délire « Mais c'est votre mari, vous aussi !» et il s'enfuit du côté de la mer. Jeanne courut pour l'arrêter, l'appelant, l'implorant, le cœur crispé de terreur, pensant « Il sait tout, que va-t-il faire? Oh, pourvu qu'il ne les trouve point !» Mais elle ne le pouvait atteindre, et il ne l'écoutait pas. Il allait devant lui sans hésiter, sûr de son but. Il franchit le fossé, puis enjambant les joncs marins à pas de géant, il gagna la falaise. Jeanne, debout sur le talus planté d'arbres, le suivit longtemps des yeux, puis, le perdant de vue, elle rentra, torturée d'angoisse. Il avait tourné vers la droite et s'était mis à courir. La mer houleuse roulait ses vagues, les gros nuages tout noirs arrivaient d'une vitesse folle, passaient, suivis par d'autres, et chacun d'eux criblait la côte d'une averse furieuse. Le vent sifflait, geignait, rasait l'herbe, couchait les jeunes récoltes, emportait, pareil à des flocons d'écume, de grands oiseaux blancs qui l'entraînaient au loin dans les terres. Les grains, qui se succédaient, fouettaient le visage du comte, trempaient ses joues et ses moustaches où l'eau glissait, emplissaient de bruit ses oreilles et son cœur de tumulte. Là-bas, devant lui, le Val de Vaucotte ouvrait sa gorge profonde. Rien jusqu'à là qu'une hutte de berger auprès d'un parc à moutons vides. 2 chevaux étaient attachés au brancard de la maison roulante. Que pouvait-on craindre par cette tempête? Dès qu'il les eut aperçus, le comte se coucha contre terre, puis il se traîna sur les mains et sur les genoux, semblable à une sorte de monstre avec son grand corps souillé de boue et sa coiffure en poil de bête.
Il rampa jusqu'à la cabane solitaire et se cacha dessous pour n'être point découvert par les fentes des planches. Les chevaux, l'ayant vu, s'agitaient, il coupa lentement leurs brides avec son couteau qu'il tenait ouvert à la main, et une bourrasque étant survenue, les animaux s'enfuirent harcelés par la grêle qui cinglait le toit penché de la maison de bois, la faisant trembler sur ses roues. Le comte alors, redressé sur les genoux, colla son œil au bas de la porte et regarda dedans. Il ne bougeait plus, il semblait attendre. Un temps assez long s'écoula, et tout à coup il se releva, fangeux de la tête aux pieds. Avec un geste forcené, il poussa le verrou qui fermait l'auvent au dehors, et, saisissant les brancards, il se mit à secouer cette niche comme s'il eût voulu la briser en pièces. Puis, soudain, il s'attela, pliant sa haute taille dans un effort désespéré, tirant comme un bœuf et haletant. Et il entraîna, vers la pente rapide, la maison voyageuse et ceux qu'elle enfermait. Il criait là-dedans, heurtant la cloison du poing, ne comprenant pas ce qui leur arrivait. Lorsqu'il fut en haut de la descente, il lâcha la légère demeure qui se mit à rouler sur la côte, inclinée. Elle précipitait sa course, emportée follement, allant toujours plus vite, sautant, trébuchant comme une bête, battant la terre de ses brancards. Un vieux mendiant blotti dans un fossé la vit passer d'un élan sur sa tête, et il entendit des cris affreux poussés dans le coffre de bois. Tout à coup, elle perdit une roue arrachée d'un heurt, s'abattit sur le flanc et se remit à dévaler comme une boule, comme une maison déracinée dégringolerait du sommet d'un mont. Puis, arrivant au rebord du dernier ravin, elle bondit en décrivant une courbe et, tombant au fond, s'y creva comme un œuf. Dès qu'elle se fut brisée sur le sol de pierre, le vieux mendiant, qui l'avait vue passer, descendit à petits pas à travers les ronces et, mu par sa prudence de paysan, n'osant approcher du coffre éventré, il alla jusqu'à la ferme voisine annoncer l'accident. On accourut, on souleva les débris, on aperçut deux corps. Ils étaient meurtris, broyés, saignants. L'homme avait le front ouvert et toute la face écrasée. La mâchoire de la femme pendait, détachée dans un choc, et leurs membres cassés étaient mous comme s'il n'y avait plus d'eau sous la chair. On les reconnut cependant, et on se mit à raisonner longuement sur les causes de ce malheur. « Qu'est-ce qui faisait là-dedans » dit une femme. Alors le vieux pauvre racontait qu'il s'était apparemment réfugié là-dedans pour se mettre à l'abri d'une bourrasque, et que le vent furieux avait dû chavirer et précipiter la cabane. Et il expliquait que lui-même allait s'y cacher quand il avait vu les chevaux attachés au brancard et compris par là que la place était occupée. Il ajouta d'un air satisfait : « Sans ça, c'est moi qui passais. » Une voix dit : « Ça aurait-il pas mieux valu ?» Alors le bonhomme se mit dans une colère terrible. « Pourquoi ça aurait mieux valu ? Parce que je suis pauvre et qu'ils sont riches ? Guettez-les à cette heure. » Et, tremblant, déguenillé, ruisselant d'eau, sordide avec sa barbe mêlée et ses longs cheveux coulants du chapeau défoncé, il montrait les deux cadavres du bout de son bâton crochu et il déclara : « Nous sommes tous égaux là devant. » Mais d'autres paysans étaient venus et regardaient le coin d'un œil inquiet, sournois, effrayé, égoïste et lâche. Puis on délibéra sur ce qu'on ferait, et il fut décidé, dans l'espoir d'une récompense, que les corps seraient reportés au château. On attela donc 2 carrioles, mais une nouvelle difficulté surgit. Les uns voulaient simplement garnir de paille le fond des voitures, les autres étaient d'avis d'y placer des matelas par convenance. La femme qui avait déjà parlé s'écria : « Mais ils sont pleins de sang, ces matelas, il faudra les laver à l'eau de Javel. » Alors un gros fermier, à face réjouie, répondit : « Ils les paieront donc, plus que ça vaudra, plus que ça sera cher. » L'argument fut décisif. Et les 2 carrioles, haut perchées sur des roues sans ressort, partirent au trot, l'une à droite, l'autre à gauche, secouant et ballottant à chaque cahot des grandes ornières ces restes d'êtres qui s'étaient étreints et qui ne se rencontreraient plus. Le comte, dès qu'il avait vu rouler la cabane sur la dure descente, s'était enfui de toute vitesse de ses jambes à travers la pluie et les bourrasques. Il courut ainsi pendant plusieurs heures, coupant les routes, sautant les talus, crevant les haies, et il était rentré chez lui à la tombée du jour, sans savoir comment. Les domestiques effarés l'attendaient et lui annoncèrent que les 2 chevaux venaient de revenir sans cavalier, celui de Julien ayant suivi l'autre. Alors M. de Fourville chancela, et d'une voix entrecoupée : « Il leur sera arrivé quelque accident par ce temps affreux, que tout le monde se mette à leur recherche. » Il repartit lui-même, mais, dès qu'il fut hors de vue, il se cacha sous une ronce, guettant la route par où allait revenir morte,
ou mourante, ou peut-être estropiée, défigurée à jamais, celle qu'il aimait encore d'une passion sauvage. Et bientôt, une carriole passa devant lui, qui portait quelque chose d'étrange. Elle s'arrêta devant le château, puis entra. C'était cela, oui, c'était elle. Mais une angoisse effroyable le cloua sur place, une peur horrible de savoir, une épouvante de la vérité, et il ne remuait plus, blotti comme un lièvre, tressaillant au moindre bruit. Il attendit 1 heure, 2 heures peut-être. La carriole ne sortait pas, il se dit que sa femme expirait. Et la pensée de la voir, de rencontrer son regard, l'emplit d'une telle horreur qu'il craignit soudain d'être découvert dans sa cachette et forcé de rentrer pour assister à cette agonie, et qu'il s'enfuit encore jusqu'au milieu du bois. Alors, tout à coup, il réfléchit qu'elle avait peut-être besoin de secours, que personne sans doute ne pouvait la soigner. Et il revint en courant éperdument. Il rencontra, en rentrant, son jardinier et lui cria « Eh bien ?» L'homme n'osait pas répondre. Alors M. de Fourville hurlant presque « Est-elle morte ?» Et le serviteur balbutia « Oui, monsieur le comte. » Il ressentit un soulagement immense. Un calme brusque entra dans son sang et dans ses muscles vibrants, et il monta d'un pas ferme les marches de son grand perron. L'autre carriole avait gagné les peuples. Jeanne de loin l'aperçut, vit le matelas, devina qu'un corps gisait dessus, et comprit tout. Son émotion fut si vive qu'elle s'affaissa sans connaissance. Quand elle reprit ses sens, son père lui tenait la tête et lui mouillait les tempes de vinaigre. Il demanda en hésitant. « Tu sais ?» Elle murmura. « Oui, père, mais quand elle voulut se lever, elle ne le put tant elle souffrait. » Le soir même, elle accoucha d'un enfant mort, d'une fille. Elle ne vit rien de l'enterrement de Julien, elle n'en sut rien. Elle s'aperçut seulement au bout d'1 jour ou 2 que tante Lison était revenue, et, dans les cauchemars fiévreux qui la hantaient, elle cherchait obstinément à se rappeler depuis quand la vieille fille était repartie des peuples. À quelle époque, dans quelles circonstances. Elle n'y pouvait parvenir, même en ces heures de lucidité, sûre seulement qu'elle l'avait vue après la mort de Petite-Mère.